Voilà, je vous propose de continuer avec une table ronde et plusieurs tables rondes qui vont s'intéresser voilà, concrètement à l'accompagnement de ces personnes âgées issues de la rue dans les EHPAD, avec un premier thème qui est très pratico-pratique et qui a commencé à être abordé tout à l'heure, tout ce qui se touche aux aspects juridiques de l'accompagnement de ces personnes dans les EHPAD. Cette table ronde va être animée par le docteur Hugonneau, qui est psychogériatre à l'hôpital Henri Dunant. Et nous aurons les interventions concernant la question de l'accès au droit de Hélène Carré, qui est responsable juridique pour l'accès au droit des étrangers au SAMU social de Paris. Et puis, sur le sujet de la responsabilité du directeur d'EHPAD, nous aurons deux interventions. Celle d'Anthony Molleton, qui est juriste au département des affaires juridiques à l'ARS Île-de-France, et Patrick Delarue, qui est directeur de l'EHPAD François 1er à Villers-Cotterêts. Merci à tous. Je vous propose de nous donner un objectif temporel de 12h30. Voilà, merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'animer cette table ronde sur un sujet juridique, ne serait-ce qu'en hommage à 3 de mes enfants sur 4 qui travaillent dans le droit. Moi, j'y connais rien, mais je voulais vous dire qu'il y a un livret qui m'inspire beaucoup et que je suis régulièrement et qui a été fait au moment du Covid en 2021, donc il n'est pas très vieux, mais pour les gens en EHPAD, il vous apporte beaucoup de réponses. Et donc ça redit simplement les choses importantes à connaître. Quand on est médecin comme moi et pas juriste, c'est important. La dernière. Voilà. Oui, donc ce qu'il faut simplement qu'on garde comme idée, c'est en dehors du droit dont ils vont nous parler, et je pense que c'est très important, c'est de se dire qu'il faut quand même toujours respecter les gens qu'on reçoit, leur donner, même s'ils sont précaires, et souvent je vois dans certaines EHPAD, ils sont, qu'est-ce qu'on va dire, un petit peu sous-estimés, et on ne s'occupe pas beaucoup d'eux. Donc respecter leurs vœux, leurs choix, et tout ça bien sûr en respectant l'éthique. Donc là, je vous ai donné le lien simplement pour pouvoir trouver ce petit livret fait par le directeur du droit. Et j'ai donné simplement un exemple c'est un des exemples dont je vais parler aujourd'hui, les autres sont cet après-midi. Il y a un patient précaire qui sortait régulièrement pour mendier dehors. Alors lui, il disait, mais moi, c'est mon choix, c'est parce que j'ai envie de fumer, et aussi parce que c'est la vie que j'ai toujours connue. Il a vécu une mendicité. Donc, le directeur était absolument contre, et je voulais avoir votre avis là-dessus. On va donc introduire maintenant... Alors, j'ai pas pris... Ah, j'ai pas pris le programme. Alors, on va d'abord accueillir Hélène Carré, qui va se présenter, qui est juriste surtout, et qui va nous apporter beaucoup d'éclairage sur ce sujet. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hélène Carré, je suis la responsable de l'équipe juridique qui intervient aux droits des étrangers au sein du SAMU social de Paris. Donc rapidement pour vous expliquer ce qu'on fait, donc c'est une équipe qui a été créée en 2017. En fait, il y a beaucoup de similitudes avec la mission Interface de Thomas Baude, créée en 2017 parce que les travailleurs sociaux expliquaient qu'ils avaient beaucoup de difficultés pour régulariser ou maintenir régulier les personnes étrangères hébergées dans les structures du SAMU social de Paris. Aujourd'hui, on est une quinzaine de juristes et on intervient dans toutes les structures d'hébergement du SAMU social de Paris, dans les structures qui accompagnent aussi socialement les personnes étrangères. On intervient aussi à l'hôtel à Paris. Pendant 2 ans et demi, entre 2021 et fin 2023, on a eu une juriste qui est intervenue au sein de la mission Interface et qui avait comme but la régularisation des personnes suivies par Interface afin de leur permettre de pouvoir sortir de leur structure d'hébergement et d'aller dans des structures adaptées à leur situation de santé et de dépendance. En 2023, elle a accompagné 66 personnes âgées
de plus de 60 ans et elle a obtenu une vingtaine de régularisations. Et en plus de ça, elle a accompagné plus d'une quinzaine de personnes au renouvellement de leur droit au séjour. Petite précision, nous, notre activité, on s'arrête à l'accès à un droit au séjour. En fait, on a tellement de demandes, il y a tellement de besoins que malheureusement, on n'est pas en capacité d'accompagner les gens dans le renouvellement de leur droit au séjour. Voilà, parce que l'accès au droit au séjour est très compliqué pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, d'un côté un peu technique, procédural. Donc, c'est une matière qui est complexe, c'est une matière qui évolue beaucoup. Il y a énormément de réformes. À ce jour, depuis 1945, il y a eu 118 réformes en droit des étrangers. Il y en a une en janvier 2024. Il y en a une qui potentiellement serait... Enfin, du coup, maintenant, je ne sais plus, mais il était prévu qu'elle arrive en 2025. Et en plus de ça, c'est les démarches et l'appréciation des demandes dépendent de chaque préfecture. Il y a une appréciation qui est laissée à chaque préfecture. Il y a une certaine part de subjectivité dans l'admission à droit au séjour, notamment quand on parle d'une régularisation à titre humanitaire ou pour l'admission exceptionnelle au séjour. C'est des notions qui sont très vagues, qui sont précisées par la jurisprudence, mais dans lesquelles on peut englober n'importe quelle situation. Et du coup, nous, on a déjà vu à situation de vie plus ou moins et à dossier présenté plus ou moins égal, des personnes qui ont eu un droit au séjour et des personnes qui ont eu un refus. Et on constate à peu près la même chose au niveau du tribunal administratif, que parfois, il n'y a pas forcément toujours voilà, des décisions qui suivent un chemin linéaire. En plus de ça, c'est des démarches qui sont de plus en plus dématérialisées, ce qui, à la base, est plutôt une bonne idée, mais qui pose énormément de problèmes parce que c'est des démarches qui sont inadaptées pour les personnes qui sont âgées et qui sont précaires. C'est des démarches qui nécessitent de pouvoir avoir accès à un ordinateur, qui nécessitent de savoir lire le français, écrire le français, vérifier ses mails pour voir où en est la procédure, vérifier en ligne pour voir aussi où en est la procédure, si on demande des documents complémentaires, etc. Et c'est des démarches qui connaissent beaucoup de bugs. Donc soit c'est des bugs qui font que la personne va connaître une rupture de droit. Donc à titre d'exemple, normalement il y a des sortes de récépissés qui sont mis en ligne, qui sont censés se renouveler automatiquement, ou une date de début, une date de fin comme un récépissé, et ça se renouvelle automatiquement. Sauf que ça ne se renouvelle pas automatiquement. C'est à la main de l'homme, et les préfectures sont en difficulté, n'arrivent pas à être dans les temps. Donc il y a des personnes qui vont avoir des ruptures de droit de quelques jours, d'autres de quelques semaines, d'autres de quelques mois. Nous, ça nous prend un temps monstre et on est obligé souvent d'aller au contentieux pour juste que le document puisse être renouvelé. Et il y a aussi des bugs qui font que les démarches sont inaccessibles. C'est impossible de faire une démarche parce que voilà, le numéro étranger n'est pas reconnu ou l'accès est bloqué pour je ne sais quelle raison. Et là encore, les solutions qui sont proposées par les services préfectoraux ne sont pas satisfaisantes. En fait, parfois, je pense qu'en fait, ils n'arrivent pas à rendre la démarche accessible. Donc là encore, on est obligé d'aller au contentieux pour saisir un tribunal, pour demander à ce que la procédure soit accessible. Ce qui marche au final, mais ce qui prend énormément de temps. Et plus on saisit les tribunaux, plus les tribunaux sont sous l'eau et plus leurs délais de réponse sont longs. Il y a aussi un point qui est important sur l'accès au droit au séjour, c'est la temporalité. C'est des démarches qui prennent énormément de temps. À Paris, pour un premier droit au séjour, je ne rentre pas dans les détails, mais pour ce qui est de l'admission exceptionnelle au séjour, on est sur un délai à peu près entre 2 ans et demi et 3 ans, entre le moment où on va contacter la préfecture pour demander à avoir une convocation en préfecture et le moment où on va avoir la réponse sur le droit au séjour. Et s'il y a un refus, on rajoute le délai du tribunal qui peut aller jusqu'à 1 an parfois. Donc c'est des démarches qui sont longues et c'est des démarches aussi au niveau du renouvellement, absolument faire les démarches dans les temps, parce que ça peut avoir vraiment des conséquences très importantes sur le droit au séjour des personnes. Et c'est pour ça que souvent on voit que pour les personnes qui ne sont pas autonomes, la mise sous protection de ces personnes est vraiment importante pour qu'ils puissent être accompagnés dans les démarches et qu'on puisse aussi parfois faire les démarches pour eux de A à Z, parce que ça a vraiment des conséquences lourdes. Après, il y a tout aussi un aspect humain à la régularisation, à l'accès au droit au séjour. C'est des démarches qui demandent un réel investissement et une mobilisation de la personne très forte.
et qui peut être très compliqué parce que ça nécessite souvent, et notamment pour les personnes qui sont en France depuis des années, qui sont en rupture de droit, qui ont été en rue, etc., de se replonger dans leur passé. Nous, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'est leur parcours, pourquoi il y a eu une rupture à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'on va trouver des documents, ça et là, est-ce qu'ils ont été hospitalisés, est-ce qu'ils ont été en prison. On a besoin de tout savoir sur la vie des personnes pour pouvoir présenter un dossier qui reflète la réalité, et surtout, on a besoin de justifier de chaque événement de la vie de la personne. Donc du coup, ça peut être très très lourd. Il y a certaines personnes pour qui c'est très très complexe de se replonger là-dedans. Il y a des personnes qui sont aussi obligées, pour avoir des actes d'état civil, de reprendre contact avec la famille ou avec les proches au pays, parfois qui ont perdu le contact depuis des dizaines d'années. Et ça aussi, ça peut vraiment engendrer des situations très complexes humainement parlant pour la personne. Ça fait vraiment appel à l'intime. Et c'est primordial pour pouvoir se lancer dans ces démarches-là, d'avoir une relation de confiance avec la personne. Parce que de toute façon, voilà, si on n'est pas dans une relation de confiance, la personne ne nous donnera rien. Et on ne pourra pas l'accompagner dans les démarches. Et puis il y a aussi ce besoin de confiance pour aller au-delà des peurs. Il y a des personnes qui préfèrent être en situation irrégulière que d'avoir un refus de séjour, d'avoir une OQTF. Ils ont peur d'être renvoyés dans leur pays, même des gens qui ont 85 ans pour qui ils ne seront jamais renvoyés dans leur pays. La préfecture ne prendrait jamais la responsabilité de faire un éloignement, surtout que souvent c'est des personnes qui sont en France depuis des dizaines d'années, mais parfois on n'arrive pas à lever ces blocages-là, et on a eu plusieurs personnes même on a réussi à avoir la convocation, ils n'ont jamais réussi à passer la porte du centre d'hébergement parce qu'ils étaient tétanisés. Donc voilà, c'est humainement très éprouvant pour ces personnes-là, et il faut que j'aille un peu plus vite. Après, un autre point, je vais aller très rapidement dessus, qui est un problème très épineux que nous, on rencontre, et je pense que voilà, vous rencontrez aussi, c'est la problématique des Européens dits inactifs. Donc, c'est des personnes, le droit européen est un droit totalement dérogatoire du droit français, et les ressortissants européens ont une facilité de droit au séjour sous certaines conditions. Les conditions, c'est grosso modo soit de travailler, soit d'avoir des ressources. Et ce qui fait que pour des personnes qui ne sont pas en capacité de travailler, qui ont dépassé l'âge du travail légal et qui n'ont pas de ressources, en fait, ils sont bloqués, et eux n'ont pas accès à un autre mode de régularisation que pourrait avoir quelqu'un qui n'est pas un citoyen européen. Donc on a plusieurs personnes, des dizaines de personnes que nous on accompagne dans les LAM et dans les LHSS, pour qui on ne peut pas, on n'a pas de solution de régularisation, et qui sont un peu bloqués dans ces structures-là, quand bien même ils ont 70, 80, il y en a certains qui ont pas loin de 90 ans. Peu, mais ça arrive. Donc voilà, ça c'est assez complexe. Donc du coup, au niveau des perspectives qu'on peut avoir, je pense que c'est important de faire tout un travail de plaidoyer, ou en tout cas sensibilisation auprès des services préfectoraux de ce public qui est précaire, qui est âgé, qui n'est pas autonome dans les démarches, et pour lesquels en fait il y a besoin d'avoir une attention particulière, ne serait-ce que pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Normalement, une démarche en préfecture, la présentation physique est obligatoire, on doit déposer ses empreintes, etc. Donc que fait-on quand la personne ne peut pas se déplacer? L'autre perspective ou moi questionnement que j'ai, qui est que si les démarches ne vont pas en étant facilitées pour ces personnes, c'est-à-dire que la présence d'un juriste en droit des étrangers pour accompagner ces personnes devient primordial, enfin nécessaire, ce qui est déjà un peu le cas. Nous on le voit, on est en permanence sollicité, en plus des gens qu'on accompagne, par tous les travailleurs sociaux du SAMU social de Paris, parce qu'il y a des blocages tout le temps, des situations qui ne s'arrivent pas à lever, et pour lesquelles eux ils galèrent, et nous on a vraiment aussi du mal parfois à lever les problèmes. Et du coup notre crainte, c'est que quand on termine notre accompagnement, donc on est content pour la personne, on se dit que potentiellement après il y a les travailleurs sociaux et tous les autres professionnels qui vont pouvoir faire un travail pour qu'ils puissent sortir de l'hébergement d'urgence. Mais notre crainte, c'est de se dire, une fois qu'ils partent et qu'on a mis fin à notre accompagnement, au niveau des renouvellements, si ça bloque, qu'est-ce qui va se passer? Et on a peur qu'en fait que tout le travail qu'on a fait pour eux, ce soit finalement pour juste un titre de séjour d'1 an, et qu'après tout ça sera vain, et la personne sera partie et redeviendra sans droit. Merci beaucoup.